Salut tout le monde! Bienvenue à C'est quoi tes spécialités, le podcast où on reçoit un médecin chaque semaine pour parler de sa spécialité médicale. Cette semaine, on a reçu Dr Abra, qui est physiatre dans le réseau de l'Université de Montréal. Et là, on ne veut pas vous décevoir, mais c'est le dernier épisode de la saison. Ben oui! Merci d'avoir été avec nous. Et vraiment, cette discussion-là a été tellement intéressante. Le domaine de la physiatrie, c'est vraiment méconnu. Je pense que c'est un domaine qu'on ne sait pas trop vraiment ce qu'ils font, c'est quoi leur rôle. Puis notre invité l'a expliqué parfaitement. C'est quoi le rôle de la physiatre, c'est quoi, en fait, ce qu'il fait au jour le jour. Donc, vraiment, si vous êtes un petit peu intéressé par le musculo-squelettique, juste le moindrement, là, allez écouter l'épisode, ça vaut la peine. Ouais, puis là, vu que c'est notre dernier épisode, là, on va quand même le dire tout de suite. Probablement qu'on va faire une saison 3. Donc, si jamais vous voulez nous écrire là, pour des idées de spécialités qu'on n'a pas encore reçues, que vous aimeriez qu'on reçoive, des idées d'invités, si vous connaissez des médecins qui seraient intéressants à recevoir, n'hésitez pas à nous écrire. Là. On est vraiment ouverte à toute idée et commentaire. Bon épisode! Bon épisode! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. Donc, bonjour, Dr Abra. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous voir. Plaisir. Donc, nous, on aime ça commencer au départ. Là. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez aller en médecine? Non. En fait, la réponse est non. Je ne sais pas combien de personnes vous disent oui, mais en fait, j'ai toujours aimé les sciences. Donc, quand j'étais petite, j'étais celle qui aimait voir comment le poulet fonctionnait à l'intérieur ou quand on coupait en biologie le ver de terre en deux ou les affaires de même. Ça, j'ai toujours aimé ce genre de choses. Avec les sciences, oui. Quand j'ai fini le secondaire, donc ça, c'est clair que je vais aller en sciences de la santé, en sciences puis en sciences de la santé. Et quand j'ai fini le cégep, je n'avais aucune idée ce que je voulais faire. À 18 ans, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment mindées là-dessus. Et donc, j'ai cherché, puis j'ai fait plein de différentes applications. Et finalement, j'ai décidé de faire un baccalauréat en physiothérapie. Fait que je suis rentrée à McGill, j'ai fait mon application, je suis rentrée, puis j'ai fait le bac qui, à l'époque, était un bac. Maintenant, c'est une maîtrise. Et donc, c'est 3 ans et demi intensif. Et on finit avec un bac en physiothérapie. Et à 21 ans, j'avais donc fini et j'étais pas plus avancée sur ce que je voulais faire. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre une année, puis je vais voir ce que je veux faire. C'est comme si la physiothérapie m'avait pas... J'aimais beaucoup le musculo-squelettique, le neuro, mais j'aimais pas finalement le rôle du physiothérapeute. L'idée qu'on a de ce que ça va être finalement. Donc, j'avais pas le contrôle sur mon patient. Je pouvais le voir pendant plusieurs mois sans savoir exactement le diagnostic ou sans savoir qu'est-ce qu'il fallait faire par la suite. Puis, il voyait le médecin, puis le médecin disait, OK, ben là, c'est fini ou c'est ça, finalement, vous avez pas traité la bonne chose. Donc, je trouvais que je savais pas assez. J'avais pas une assez bonne prise en charge avec le patient. Et donc, pendant cette année-là, j'ai fait de la recherche, j'ai fait des cours de plus, j'ai fait mes MCATs pour garder toutes mes options ouvertes. Et je pensais vraiment faire génie biomédical, en fait, parce que j'aime beaucoup la biomécanique. Et j'ai fait des cours pour faire ça. J'ai même rencontré le programme, puis ils m'ont dit, ben finalement, si on arrive à toi ou un ingénieur pour la maîtrise en génie médical, on va toujours choisir l'ingénieur parce que c'est une maîtrise en génie biomédical. Alors, j'ai dit, mon Dieu, je viens de faire tout ça pour rien. C'est décourageant. C'est correct. Il n'y a jamais d'expérience qui est perdue dans la vie, mais je me fais, bon, alors finalement, c'est vers ça, comme ça que je me suis poussée finalement en médecine, parce que la recherche, moi, j'aime parler aux gens, j'aime être avec les gens. Et donc, d'être dans mon laboratoire, je me disais, mon Dieu, je ne peux pas juste faire ça. Et donc, ça m'a poussée finalement vers la médecine. Et je suis rentrée à l'Université de Montréal et ça a commencé mon aventure en médecine. Pas du tout ce que je pensais du tout depuis le début. Là. Donc, c'est correct. Des fois, on change de parcours en cours de route, puis on continue. Quand vous êtes rentrée, est-ce que c'était comme un blank sleeve ou bien vous aviez encore la musculo-squelettique en tête beaucoup? C'était blank, parce qu'en fait, je savais même pas que ça existait, la physiatrie, quand je suis rentrée à l'université. Je suis pas très chirurgicale de base, et ça, je le savais dans ma personnalité. Donc, l'orthopédie, qui est plus le musculo-squelettique dont on pense de façon conventionnelle, était moins dans mes dadas. Et donc, je suis rentrée vraiment blank en sachant, OK, bon, ben, je vais voir, on va étudier tout. Puis les 2 années les 2 premières années de préclinique, c'est très général. Puis après, on a fait le module
de musculo. Et puis, nous, à l'Université de Montréal, c'est des APP, c'est des apprentissages par problème. Et mon tuteur d'APP est un physiatre qui est maintenant un collègue. Et il m'a dit, toi, il faut que tu viennes voir c'est quoi la physiatrie. Puis j'ai dit, OK. Fait que l'été, en dehors des stages et tout, j'ai été voir quelques jours c'était quoi la physiatrie. Puis j'ai fait, c'était ça que je pensais que la physio allait être, ou c'est ça que je recherchais plus, vraiment l'aspect diagnostic précis, de prise en charge, d'intervention. Et là, ça m'a beaucoup plus guidée. Là, j'étais plus convaincue. C'est sûr qu'après ça, il y avait tous les stages en externat. Mais après ça, j'ai pu vraiment plus me guider dans cette direction-là. Puis là, vous avez tout orienté votre externat puis vos stages options vers aller en physiatrie? Correct. Donc, en fait, à l'Université de Montréal, on avait 4 stages options. Fait que j'ai fait un physiatre adulte, un physiatrie pède en pédiatrie, parce que c'est très spécifique. J'ai fait, fallait faire un stage chirurgical, fait que j'ai fait orthopédie. Et puis, j'ai fait un clinique de la douleur. Donc, mes 4 stages options étaient un peu connexes. Et puis, j'ai mis des stages que je savais qui m'intéressaient un peu moins, comme la gynéco-obstétrique ou la psychiatrie, plus en fin de parcours, même si c'est pas conventionnel. Ça m'a permis de vraiment faire tous mes stages options, puis vraiment de consolider mon désir de faire ça, puis de rencontrer les gens. Physiatrie, c'est un très petit milieu. Donc, de rencontrer les gens, c'est clairement un avantage si on veut rentrer dans cette spécialité-là. En parlant un peu de petit milieu, c'est vraiment pas une spécialité qui est tant connue, je crois. Non, c'est une plus récente spécialité, on va l'appeler comme ça. C'est sûr que ça fait quand même plusieurs années qu'elle existe, mais on est juste à peu près 70 physiatres au Québec. Et dans ces 70-là, la spécialité est vraiment divisée en surspécialités, particulièrement en grands centres métropolitains. Donc, en région, c'est un peu de tout, de la réadaptation neuromusculo-squelettique plus générale. Mais en centre universitaire, c'est vraiment plus spécialisé. Je vous donne un exemple. Moi, je suis surspécialisée en 2 choses. Donc, en réadaptation de personnes amputées, donc en orthèse-prothèse, qui répond à mon besoin de biomécanique et d'aimer cet aspect-là. Et en lésions nerveuses périphériques. Fait que je me suis spécialisée en EMG. Donc, c'est mes 2 créneaux, et donc en fait ma spécialité est très très concentrée sur ces 2 créneaux-là, mais j'ai d'autres collègues qui ne font que la réadaptation de trauma crânien, de blessés médulaires, de neurogénéral comme sclérose en plaques, Parkinson, cet aspect-là, les AVC. Les autres choses. Ça, c'est les 4 grandes choses de la réadaptation, et il y a la pédiatrie en parallèle. Puis après, il y a des collègues qui ne font pas de réadaptation lourde, qu'on appelle, et c'est des collègues qui ne font que du musculo-squelettique. Donc, il y en a qui sont plus spécialisés en musculo-squelettique, puis qui vont voir donc le typique tendinite, bursite, lombalgie, cervicalgie, toutes les douleurs musculo-squelettiques qu'on voit. Et il y en a qui sont surspécialisés, donc en certaines techniques d'infiltration. Donc, que ce soit l'utilisation de l'échographie pour des techniques diagnostiques ou écho-guidées, ou des infiltrations par fluoroscopie, donc au niveau du rachis, comme des blocs facétaires, des épidurales, des thermolésions, des choses plus poussées. Fait que comme vous voyez, c'est très vaste, en fait. C'est toute la même spécialité, mais on peut se surspécialiser à aller chercher, c'est ce que j'aime la physiatrie, là, on peut aller chercher ce qu'on aime, puis ce qui est dans nos intérêts. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de physiatres qui ne sont pas à l'hôpital non plus. Donc, toutes ces choses-là se font, la réadaptation se fait en réadaptation, surtout en centre de réadaptation. Il y a certains physiatres qui font de l'aigu, puis qui font le lien de l'aigu vers le centre de réadaptation, donc des traumas crâniens en aigu, des amputés en aigu. Et ceux qui font purement du musculoéthique sont moins dans les hôpitaux. Quand même, ils en font, mais il y en a qui sont beaucoup dans des bureaux ou autres. Donc, c'est pour ça que des fois, on est moins exposé à la spécialité. Okay. Si on revient un peu, donc là, vous avez dit, où est-ce que vous avez fait votre résidence moment d'essai? Est-ce que c'est offert dans toutes les universités? Non, avec McGill n'a pas beaucoup n'a pas assez de physiatres pour avoir un programme de résidence. Il faut avoir assez de médecins pour enseigner. Donc, à Montréal, c'est à l'Université de Montréal qui a le programme. Depuis quelques années, Québec a maintenant un programme. Et c'est en fait les deux programmes au Québec. Oui. Donc, il faut aller à une de ces 2 places-là. Puis vous, il y en a d'autres au Canada, j'imagine. Là. Oui, donc tous les grands centres, Toronto, BC, dans toutes les autres provinces, grands centres, Terre-Neuve. Et puis, c'est trop petit, mais d'autres, les plus grands centres où il y a assez de masse critique de physiatres pour pouvoir enseigner toutes les surspécialités qui sont offertes. Donc, vous avez fait votre résidence à Montréal. Oui. Et après, vous êtes surspécialisé en allant où? Oui, bien qu'en fait, ça va vous dire mon âge, quand j'ai terminé, puisque la physiatrie n'était pas si développée encore, là, ça fait maintenant 12 ans, il n'y avait pas beaucoup de fellowship organisés comme ce l'est dans beaucoup de spécialités. Donc,
j'ai eu beaucoup de difficultés à en trouver à l'époque. Et donc, j'ai comme créé un peu ma propre. Fait que j'ai un peu à Ottawa, un peu à Montréal, en adulte et à l'enfant, donc aux Shriners, à Marie-Enfant. J'ai comme un peu créé cet aspect pour de l'orthèse-prothèse. Pour les nerfs périphériques, j'ai fait 6 mois straight de MG avec les neurologues à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, puis des cliniques de nerfs périphériques conjointement avec une plasticienne spécialisée en nerfs périphériques. Fait que c'est ce qui m'a permis de gagner l'expertise, même malheureusement sans allant à l'extérieur de la province ou du pays. Maintenant, il y a un peu plus de fellowship qui existe. Donc, mes collègues ont été à Toronto, par exemple, ou en France. J'ai une collègue qui est allée en France, mais à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Mais ça devait être intéressant quand même de voir plein de milieux comme ça, puis de pouvoir comparer comment ça fonctionnait. Oui, exactement. On va chercher un peu de chaque place, puis vraiment d'intégrer, puis d'après ça, de nous créer notre propre idée. Et puis, en fait, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai développé beaucoup plus un intérêt en amputation des membres supérieurs des bras, qui était beaucoup moins développé à l'époque ici. Et la technologie de la prothèse avait beaucoup évolué avec des doigts plus motorisés, des mains motorisées avait développé. Fait qu'on a plus intégré cet aspect-là. Et il y a maintenant quelques années, j'ai été en Australie avec mon équipe pour aller chercher une technique qui n'était pas encore disponible au Canada. Donc, ça s'appelle de l'ostéo-intégration. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, en fait, ce que c'est que sur le membre amputé, disons un fémur, ils vont rentrer à travers la peau un morceau de métal, et le morceau de métal va faire protrusion à travers la peau. Il y a comme une stomie, puis la prothèse va juste se clipper à l'extérieur. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir le gros carcan autour de l'amputé pour tenir la prothèse, ce qu'on appelle l'emboîture. Et donc, c'est quelque chose qui est novateur, qu'on a été chercher, c'est ça, en Australie comme formation. Puis, on est allé jusqu'au gouvernement ici pour créer le programme ici. Puis, on est devenu le premier programme d'ostéo-intégration au Canada. Wow. Félicitations. Ben oui, c'est vraiment cool. Fait que c'est ce genre de choses-là qui nous gardent motivés, puis qu'on aime notre spécialité, on développe des nouvelles choses, on aide les gens avec ces nouvelles technologies. Donc, ça, c'était des choses encore dans ma niche que j'ai été redévelopper un peu plus. Mais c'est sûr, ça doit être une spécialité vraiment en mouvement, surtout dans votre domaine d'amputation, parce que comme vous avez dit, les prothèses évoluent tellement rapidement que vous, en tant que médecin, vous devez keep up un peu puis continuer à innover votre pratique. Oui. L'électronique, l'informatique, de plus en plus, il y a des ordinateurs maintenant dans les prothèses qui analysent vraiment tous les mouvements, la vélocité, l'angle, puis qui ajustent la résistance au mouvement. Fait que pour créer une marche qui est vraiment de plus en plus fluide, il y a certaines nouvelles prothèses qui sont aussi waterproof, imperméables à l'eau, qui avaient été développées pour l'armée. Fait que les gens peuvent les utiliser pour faire certaines choses à l'eau. Fait que oui, les choses se développent continuellement. Fait que c'est pas toujours évident de rester à l'affût. On essaie de voyager puis de voir qu'est-ce qui se développe. Mais ouais, c'est vraiment pour cet aspect-là, c'est vraiment cool et valorisant. Oui. Fait que vous faites un peu de recherche aussi. Oui, par la force des choses. Même si c'est pas mon intérêt premier, je pense que c'est super important, surtout avec le projet d'ostéo-intégration où on a développé quelque chose de nouveau et puis on veut s'assurer qu'on fait les bonnes choses en mesurant ce qu'on fait puis comment on les fait. Fait que oui, j'en fais un peu par-dessus le reste des choses, oui. Puis un peu pour les membres supérieurs aussi. Donc, je pense que c'est important. Puisqu'on n'est pas tellement de physiatres, il n'y a pas beaucoup... c'est pas comme les cardiologues qui font des études randomisées contrôlées où ils ont 50 000 patients fundés par le pharma, par les compagnies pharmaceutiques. Psychiatrie, nous, c'est pas mal plus tranquille. Il y a moins de patients. Pas qu'on fait pas de projet de recherche, mais c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus centré sur le patient et tout. Donc oui, on en fait, mais à beaucoup plus petite échelle que d'autres spécialités. Puis moi, je me demande, si vous pouvez résumer rapidement, c'est quoi la différence entre médecin sportif, médecin de famille, tu sais, avec le +1 en médecine sportive, physiatre et physio? Les grandes lignes. Je sais que c'est une grosse question. Ben c'est pas grave. OK. Fait qu'un physiothérapeute, en fait, se spécialise beaucoup moins dans le diagnostic et surtout dans les traitements et des traitements physiques pour le patient. Donc, que ce soit de l'exercice ou des machines d'ultrasons ou des machines adjuvantes. Donc, ça, c'est pour les physios. Après ça, tu m'as demandé médecin de famille. Mais médecine de famille, avec le +1 en médecine sportive. Fait qu'eux, ils font la résidence en médecine de famille de 2 ans. Donc, il y a beaucoup, il y a une partie qui est axée sur le musculo-squelettique, mais qui est axée aussi sur le psychiatrique et autre chose, et la prise en charge de médecins de famille. Et ils font une année de plus pour vraiment traiter les pathologies musculo-squelettiques, donc diagnostic et de certains traitements. C'est un peu moins poussé qu'en physiatrie, puisque la résidence de physiatrie est de 5 ans. Donc, c'est une surspécialité en tant que telle. Donc, encore une fois, on va faire des diagnostics et un plan de traitement, non seulement qui est axé sur le musculo-squelettique, mais aussi il y a tout l'aspect réadaptation
que ça, ils ne voient pas, par exemple, dans la résidence de médecine de famille qui est vraiment axée sur le musculo-squelettique. OK. Et donc, dans les cas très complexes, par exemple, il y a certains médecins musculo-squelettiques qui vont référer en physiatrie pour avoir un meilleur diagnostic ou des traitements plus poussés s'ils sont pas certains. Donc, donc, c'est juste un peu plus approfondi, je te dirais, puis plus axé sur la réadaptation aussi. Mais il doit y avoir quand même beaucoup de relations interprofessionnelles en physiatrie, tu sais, quand je pense à toutes les conditions musculo-squelettiques, sûrement que vous travaillez beaucoup avec les physios, justement. Vraiment beaucoup. Donc, c'est le cas même, particulièrement plus en réadaptation aussi. Donc, en musculo-squelettique général, oui, bien sûr. Mais en réadaptation, on ne peut pas fonctionner sans notre équipe. Et c'est ce que j'adore. Il faut être capable de communiquer. Donc, c'est moi comme physiatre avec mon patient, disons, qui est amputé. Mais sur mon équipe, j'ai un ergothérapeute qui est spécialisé là-dedans, un physio, un psychologue, un travailleur social, l'infirmière et neuropsychologue au besoin, donc et nutritionniste. Donc, j'ai tous ces gens qui sont ensemble, tout autour du patient. On se rencontre chaque semaine. Chacun fait son traitement ensemble dans le même but pour aller vers l'augmentation de la fonction. Et on se parle, on se rencontre dans les réunions multiples, puis on arrive tout ensemble avec le même but, qui est d'aider le patient, d'avoir le meilleur outcome possible. Fait que ça, c'est ce que je trouve qui est merveilleux. Je veux dire, c'est rare une spécialité où moi, j'ai des gens qui arrivent en fauteuil roulant, puis qui partent de leur adaptation 8 semaines plus tard, puis ils marchent avec une prothèse. Il y a un aspect qui est assez... Ça me donne encore, après 12 ans, de la chair de poule. C'est cool. Tu sais, c'est vraiment... Il y a beaucoup en médecine, malheureusement, on voit des gens qui se dégradent, mais nous, on voit la belle partie. Puis après ça, on va les suivre au long terme. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des séquelles et qu'on va avoir des choses difficiles. C'est normal, quand on perd un membre, qu'on a un AVC, puis on a une hémiparalysie, bien, sur la majorité, ils peuvent s'améliorer, mais il y en a qui vont garder des séquelles. Mais donc, on accompagne le patient et sa famille dans cette nouvelle situation, tout en équipe. Donc, c'est vraiment beau. Donc, la communication est très, très clé en physiatrie. Mm-hmm. Puis, exemple, justement, dans un cas où la personne va avoir besoin de prothèse, c'est où que le rôle, mettons, du chirurgien orthopédique se termine, puis qu'ensuite, c'est vous qui prenez le relais? Les orthopédistes, en général, vont faire leur acte chirurgical. Ils peuvent prescrire une prothèse. Ils ont beaucoup moins de formation en prothèse que les physiatres. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je donne un cours de 2 heures aux résidents en orthopédie sur les prothèses. OK. OK, donc, ils sont très bons dans leur acte chirurgical, mais ils n'ont pas le même approfondissement dans les prothèses. Et donc, souvent, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont après ça nous transférer. Une fois qu'ils sont stabilisés médicalement, que la chirurgie a été faite, bien, ils vont nous transférer le patient pour la prise en charge par la suite, la réadaptation, puis la prothèse, puis le suivi au long terme. Ils vont en général faire un suivi une fois que c'est guéri, disons, s'il y a une problématique chirurgicale de nouveau. Donc, on va les renvoyer. Sinon, il y a un névrome ou c'est de la peau qui est flasque ou c'est une problématique vraiment qui devrait être adressée de façon chirurgicale. Bien, à ce moment-là, ils vont retourner voir leur chirurgien. Sinon, c'est pas une pathologie que les chirurgiens vont avoir à suivre en tant que tel. Mm-hmm. Fait que vous, c'est vraiment le suivi au long terme. Oui, un même patient, vous pouvez le suivre pendant comme des années. Oui, exactement. Donc, un de mes premiers patients, je l'ai revu l'année passée, c'était ce monsieur qui avait eu un gros accident, il était un éboueur, puis il s'est fait, un SUV l'a propulsé dans son camion, puis il a fait des tonneaux, puis il y a eu des fractures et des problématiques partout, une amputation. Puis je l'ai revu, ça faisait 12 ans là, que je le suis, puis que je le vois régulièrement, puis il me parlait qu'il y avait son enfant qui allait bien, qu'il avait trouvé une conjointe qui avait développé, qui faisait du basketball en fauteuil roulant, qui fait plein de choses. Fait que c'est beau, là. On n'est pas médecin de famille, mais on suit toutes ces problématiques-là du début à la fin, puis on voit où la vie les amène, puis on les accompagne quand il y a des problématiques qui surviennent. Donc, j'en ai au jour le jour environ. De quoi a l'air votre pratique? Oui, donc, ma pratique est très universitaire. Donc, je fais de la clinique de MG 2 fois par semaine. Donc, le MG, c'est l'examen des nerfs, donc avec des chocs électriques puis des aiguilles pour voir s'il y a des problèmes de nerfs périphériques. Donc, ça, je fais ça 2 jours semaine. Le mardi, mercredi, je suis à l'hôpital de réadaptation où je vois tous les patients qui sont hospitalisés en mon nom. Je fais mes réunions d'équipe, je rencontre les patients, je fais tout ça et je fais la partie interne le mardi. Puis le mercredi, je fais de la clinique externe. Donc, je vois des patients en suivi quand ils ont terminé leur adaptation aiguë et qui sont rendus en communauté. Bien, c'est à ce moment-là que je vois les patients en externe. Donc, et la journée de plus, je suis chef de département, donc j'ai des tâches administratives en plus. Donc, c'est la journée où je mets ou ma clinique de soins-intégration ou des tâches administratives ou le reste. Fait que je fais pas tout à fait la même chose tous les jours et c'est ce que j'aime.
ça me donne une certaine variété dans ma semaine. C'est sûr qu'il y a un bread and butter qui est typique dans toutes les spécialités. Donc, de devenir pédiatre et penser de jamais voir une lombalgie ou une cervicalgie, c'est difficile. C'est vraiment difficile, mais c'est ce que j'aime, c'est que ça me permet une certaine variété dans ma semaine. Puis, autre que la variété, vous avez dit suivi à long terme, y a-t-il des choses clés en pédiatrie que vous direz qui sont vraiment à savoir pour les étudiants, comme ce domaine-là te permet d'avoir ça? Ben, ça permet, je trouve, d'avoir accès à un certain plateau technique qui est intéressant. Donc, sur ceux qui aiment l'aspect technique, que ce soit de l'échographie, qui est vraiment intégré dans le curriculum maintenant, ou les infiltrations périphériques ou sous fluoroscopie. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour certains étudiants qui aiment l'aspect plus technique. Sinon, la qualité de vie est quand même bonne. Il y a très peu d'urgences pédiatriques à 3 heures du matin. Donc, en fait, moi, je suis chanceuse à mon hôpital, c'est les amis qui font la garde, fait que j'ai pas d'obligation de garde. Ouais, donc on est vraiment tellement choyés, tellement chanceux. Donc, pour la qualité de vie, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour quelqu'un qui recherche une meilleure qualité de vie. Ouais. Fait que vous avez un bon équilibre. Travail, vie personnelle en général? En général, j'essaye. C'est sûr que après qu'on fait notre journée, on n'a pas répondu au courriel, on n'a pas répondu au projet de recherche ou aux tâches administratives et tout. Donc, des fois, ça déborde un petit peu, mais en général, en effet, on réussit à garder un bon équilibre de vie, là, une bonne qualité de vie avec le travail. Puis c'est quoi, mettons, l'aspect de votre spécialité que vous aimez le plus, qui vous drive au jour le jour à continuer d'aimer votre travail? Actuellement, c'est de développer les nouvelles choses. Je trouve que je suis en train d'essayer de développer des affaires différentes, un peu out of the box. Okay. Fait que ça, je trouve ça le fun. Avec l'équipe que j'ai à l'hôpital aussi, que ce soit mon ergo, la physio, la prothésiste, tout le monde qui est ensemble avec nous, ils ont cette même drive, ils sont tous surspécialisés, ils veulent développer des choses pour aider les patients. Fait que c'est ça actuellement que je trouve qui est le plus passionnant puis merveilleux, c'est de pouvoir continuer à avancer avec la technologie. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins dans votre métier? Bien, je vais répondre quelque chose de générique. Je pense que c'est la bureaucratie autour de notre... Un petit classique. Oui, est-ce que tout le monde répond ça? C'est lourd. C'est vraiment lourd. Je comprends l'idée de la structure et tout, mais ça met un poids sur nos élans. On veut faire plus de choses, puis malheureusement, il y a certaines contraintes, puis je comprends avec le système et tout, puis beaucoup de formulaires, puis de choses qu'on doit faire pour différentes raisons. Donc, c'est ça qui est un peu moins agréable, que je dirais. Puis, vous pensez à aucune caractéristique de la pédiatrie en tant que telle, ou que quelqu'un, peut-être pas vous, mais quelqu'un qui pense aller là-dedans pourrait ne moins aimer? Les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques. Ça, c'est ce qui est le plus difficile pour certaines personnes. Donc, la pédiatrie est souvent reconnue comme étant un peu, quelqu'un a mal depuis tant d'années, on va l'envoyer en pédiatrie, on va essayer de trouver un remède miracle. Oui, un remède miracle qui existe pas vraiment, OK? Je trouve qu'il y a une façon de penser pour les problèmes musculo-squelettiques qui doit changer. On montre beaucoup les problèmes musculo-squelettiques comme étant des problèmes qu'on va régler. On va faire une injection, on va faire des exercices, ça va être fini. On le présente jamais comme un diabète, comme une maladie chronique. Puis en effet, souvent, les problèmes musculo-squelettiques, ça revient. C'est pas facile à traiter. Il y a des gens qui restent avec des douleurs chroniques et c'est plus ce qu'il faut mettre l'accent, c'est sur comment responsabiliser ce patient pour comment s'en occuper, puis prendre en charge, puis continuer, puis gérer sa douleur et sa condition. Et donc, c'est cet aspect-là que certaines personnes trouvent plus difficile. C'est lourd, c'est difficile par moment de voir toute la journée des gens qui ont des douleurs chroniques, qui pleurent, qui sont pas capables de travailler, qui ont perdu beaucoup de choses, ils font des deuils, que ce soit personnel, financier, autre, en raison de ces douleurs-là. Donc ça peut être plus lourd pour certaines personnes et ils trouvent ça plus difficile. La même chose, moi, je vois des traumas ou des choses plutôt... on voit les pires cas en pédiatrie, que ce soit en pédiatrie où ils voient les pires syndromes, ou même à l'adulte. Moi, j'ai des cas qui sont amputés des 4 membres parce qu'ils ont eu un choc septique, ou des gens qui sont tombés d'une échelle puis qui sont rendus tétraplégiques. Donc, ça, c'est pas évident. Il faut voir le positif là-dedans. Il y en a quand même parce qu'on peut quand même continuer à avoir une qualité de vie qui est bonne, mais c'est pas pour tout le monde d'être confronté à ce genre de problématiques-là à longueur de journée. Puis surtout quand, justement, ils ont vu plein de gens avant de
se ramasser à avoir un physiatre. Tu sais, on le sait que statistiquement, tu sais, plus que quelqu'un a mis du temps avant de... Ben, ça fait de temps qu'ils n'ont pas travaillé, moins ils ont de chance d'y retourner, ou tu sais, ce genre de... 100%. Là, ça doit être plus dur à gérer parfois que d'être le dernier... C'est une gestion des attentes. Ouais. Hein? Rendu là, les attentes, c'est plus d'avoir une guérison complète. Rendu là, c'est est-ce que si on améliore la douleur de 30%, ça serait gagnant pour vous? 50%? Et ça va pas être 100%, mais au moins on va avoir gagné ça, puis ça vous permet de faire telle chose ou telle chose ou telle chose. Ça va être souvent ça. Il y a des cas miracles. Je vous dis pas qu'on n'a pas des cas miracles puis qu'on n'aide pas les gens, mais souvent rendu à la dernière ligne où quelqu'un a mal depuis 2 ans, 5 ans, il faut juste réajuster les attentes et dire qu'on malheureusement, on ne va pas tout effacer, mais qu'on peut améliorer la situation. Mm-hmm. Puis est-ce que vous travaillez beaucoup avec les cliniques de douleurs chroniques comme ça? Parce que je sais qu'il y en a, ces cliniques-là. Je sais que c'est vraiment difficile d'avoir accès à ces cliniques-là. Mais... Donc, moi, non. Moi, je vois les douleurs chroniques chez mes amputés, donc je gère la douleur fantôme et ce genre de type de douleur-là. Mais j'ai certains collègues qui, en effet, travaillent en clinique de la douleur en milieu hospitalier. Donc, à McGill, vous avez 2 physiatres qui travaillent à la clinique de la douleur. À Maisonneuve-Rosemont, il y avait avant une physiatre, je ne sais pas si elle est encore là. Donc, oui, en effet, à Québec, à Lévis, il y en a. Donc, oui, souvent, ils sont intégrés, puis ils voient les cas plus musculo-squelettiques. Sont un peu triés. Donc, des fois, il y a des rhumatologues qui voient les cas plus rhumatologiques, des physiatres qui voient plus les cas, puis les anesthésistes voient ceux qui ont plus général ou plus de blocs ou de choses sympathiques comme ça. Mm-hmm. Puis aussi, on parle beaucoup de ça, puis j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui auraient besoin de voir un physiatre. Puis vous avez dit que vous êtes 70. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est un domaine qui est en manque un peu de médecins? 100%. Je pense que tout le monde a mal à un moment donné dans leur vie. C'est impossible de pas vivre sa vie puis pas avoir un problème musculotique. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin de voir un physiatre. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins de famille qui sont capables de répondre à cette première ligne, à cette demande. Et certains de ces médecins de famille plus spécialisés en musculo-squelettique. Mais c'est clair qu'il va en falloir plus. Avec la population vieillissante et toutes les problématiques qu'on a, on a augmenté le nombre d'admissions. Moi, dans mon année, il y avait 2 places dans tout le Québec. Oh wow. Et graduellement, ça a augmenté à 3 places, à 4 places. Puis Québec a ouvert et eux, ils ont eu 3 places. Je pense qu'ils vont avoir 4 places. Donc maintenant, il va y avoir 8 places. Donc, on s'en va vers une augmentation graduelle. Mais il faut aussi pouvoir les former. Donc, on est limité par l'offre qu'on est capable de donner vu qu'on est un petit groupe. Mais c'est clair que ça va être important pour le futur d'augmenter le nombre, là, 70 pour la population du Québec, c'est vraiment pas assez. Il y a certaines régions du Québec, il n'y en a juste pas de physiatre. Et donc, les gens doivent se déplacer, malheureusement, pour avoir accès à des services plus spécialisés. Est-ce que les listes d'attente sont très longues en ce moment? Oui. Donc, pour avoir une consultation musculo-squelettique générale, oui. Donc, ça dépasse souvent le 1 an. Des fois, ça peut même être plus. Ça dépend, excusez-moi, de l'urgence, la situation ou les cas sont triés. Donc, des cas qui ont des problèmes plus aigus, une grosse hernie discale avec une incapacité majeure qui dure depuis quelques semaines, ceux-là vont être un peu plus priorisés versus d'autres. Et c'est pas les mêmes listes d'attente en réadaptation ou en pédiatrie qu'en musculo général. Mais en général, en musculo-squelettique, oui, malheureusement, les listes d'attente sont plutôt longues. On essaie de voir comment les améliorer. Il y a certains, un projet pilote avec des physios au CHUM qui essaie de voir pour développer que certains patients pourraient être vus par des physios d'abord et seulement les cas qui ont vraiment des besoins pourraient être référés plus en spécialité pour essayer de diminuer la liste. Exactement. C'est intéressant, ça, quand même. Oui, mais je pense que c'est important de collaborer avec nos autres professionnels pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de la population qui, actuellement, ont peine à faire, pas juste en physiatrie, d'ailleurs. Oui, puis utiliser les gens dans leur plein potentiel aussi, là, tu sais. Oui, parce que c'est clair que d'être 3 ans sur une liste d'attente quand tu as un problème, comme on a dit tantôt, ça aide personne. La personne a le temps de se chronicité puis pas pouvoir retourner au travail, tandis que s'il était vu plus rapidement, il est activé, il fait des choses, on a plus de chances de succès par la suite. Puis est-ce que, en général, vous trouvez que les références qui sont faites sont appropriées, mettons? Parce que puis un autre volet à cette question-là, mettons, je pense que les connaissances en musculo-squelettique qu'on a en sortant de la médecine sont assez limitées, mettons, en tant que médecin de famille, exemple. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais dire que c'est variable. Okay. Donc, c'est clair qu'il y a certains médecins qui ont un certain intérêt en musculo-squelettique puis qui poussent un peu plus puis qu'on voit qu'ils ont continué. Puis il y en a d'autres où on reçoit des demandes douleur à la jambe ou c'est beaucoup plus général. Puis c'est correct parce que des fois, on sait juste
pas qu'est-ce que le patient a. Donc, c'est sûr que ça, c'est plus difficile après ça à trier puis aller vers une prise en charge plus rapide quand c'est plutôt flou. Mais je suis entièrement d'accord qu'on aurait intérêt à mieux former les médecins de famille dans cette optique-là pour qu'ils puissent se sentir plus confortables dans leur diagnostic et dans leur prise en charge de début de problèmes musculo-squelettiques. Je pense que ça couperait beaucoup des chronisations. Le premier réflexe, c'est de donner des anti-inflammatoires. Oui. Donc, on n'a pas beaucoup d'outils, mais si le patient n'a pas d'assurance pour faire de la physio, puis il doit continuer à travailler pareil parce qu'il n'aura pas de revenus, on devient très limité très rapidement. C'est sûr que l'accès à la physiothérapie sans assurance, c'est tout un autre défi. Là. Parce que s'ils doivent attendre, parce que vous êtes les médecins d'habitude, c'est couvert par l'assurance. Fait que souvent, ces patients-là vont attendre de voir le physiatre avant de commencer. Oui. Ou leur médecin de famille. S'ils n'ont pas d'assurance, oui, ça marche pas. Ça marchera pas. Donc, ça devient très lourd pour cet aspect-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils alors pour les aider. Puis, sinon, sur une autre note, je me demandais, est-ce qu'il y a des caractéristiques essentielles pour qu'un médecin aille en physiatrie? Je sais que vous avez parlé qu'il faut être vraiment bon communicateur. Oui. Je pense qu'il faut avoir une vision globale du patient. On prend vraiment en charge tout l'aspect du patient, que ce soit le retour au travail après ça ou les douleurs, la fonction, le retour en communauté. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision plus globale du patient et pas juste d'une problématique X. Avec de l'empathie, avec toutes les problématiques qu'on voit si on n'a pas de l'empathie, ça rend la journée un peu plus difficile, je vais vous dire ça. Surtout pour les patients, j'ai l'impression. Puis si on veut faire de la technique, des bonnes compétences techniques, là. C'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais. Ça sonne quand même comme un monde, on dirait, quand même technique comme vous êtes, mais aussi un peu de médecine. C'est un peu un ballon entre ces deux mondes-là pour les gens qui ont de la difficulté à se décider. Ça a l'air vraiment intéressant comme domaine. Oui, bien ça permet de parfaire les deux. C'est ce que je dis. Chacun peut aller trouver vraiment ce qu'il recherche. Ouais. Puis ça peut être un gros avantage. Une fois qu'ils sont rentrés dans la résidence, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de possibilités de spécialités selon les intérêts de chacun, mettons. Oui, donc en fait, tout le monde fait tous les stages de base. Donc ça, il y a des stages de base. Donc tout le monde fait 1 an de musculo-squelettique, tout le monde fait 3 mois de réadaptation d'AVC, de TCC, d'amputés et de blessés médulaires et de pédiatrie et de maladies neuromusculaires. Fait que c'est comme les grands domaines. Tout le monde fait tout. Parce que l'idée, c'est de former un physiatre général. Le Collège Royal, quand on finit la résidence, l'idée, c'est d'avoir une bonne idée de toute la spécialité, de pouvoir couvrir en général. Puis après ça, il y a les stages à option. Et puis des stages de recherche qui se rajoutent à tout ça pour combler. Et ça vient après le tronc commun. Il y a un tronc commun de 2 ans, là, où il y a des stages plus généraux d'orthopédie, de plastie, de neurochirurgie, de cardio, de médecine interne, pour toutes les choses qui sont connexes à la physiatrie, de rhumato, neuro, pour pouvoir avoir les connaissances connexes qui sont avec toutes les pathologies qu'on traite. Puis quelqu'un qui voudrait faire de la médecine rurale, là, c'est ça, vous l'avez dit tantôt, il n'y a pas toutes les régions qui ont un physiatre en ce moment. Oui. Mais probablement que les portes sont assez ouvertes en termes de prêmes. Il y a des prêmes en physiatrie. Ça, il n'y a pas de problématique. Donc, il n'y a personne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Trois-Rivières, ils sont 2, ils voudraient être plus. À Sherbrooke, ils ne sont pas tant non plus. À la Rive-Sud, ils cherchent aussi. En fait, tout le monde. Même à Montréal, moi, je n'ai pas comblé tous mes postes. Okay. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ouvert pour les résidents un peu de choisir ce qu'ils aimeraient faire et aller le faire. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, s'ils veulent faire une pratique générale en région, ils peuvent. S'ils veulent être plus spécialisés, mais en général, ils doivent faire l'année de fellowship pour pouvoir revenir en centre. Puis sinon, vous avez parlé rapidement qu'il y a des régions qui n'ont pas de physiatre, mais les patients qui doivent, par exemple, être dans un hôpital de réhabilitation, est-ce qu'ils doivent se déplacer à Montréal pour venir ou ils restent là-bas? Puis est-ce que vous faites des soins à distance? Oui. Donc, en fait, ces URFI, ces unités de réadaptation fonctionnelle intensive, sont souvent gérées par des omnipraticiens qui ont un certain intérêt par la réadaptation. Ils ont eu de l'expérience au cours des années. Certaines des places, ils ont des physiatres consultants. Donc, il y a des physiatres, exemple à Trois-Rivières, qui consultent ces patients-là sans s'occuper de tous. Et dans les régions où il y a vraiment
pas ces spécialistes-là. En fait, ils vont nous envoyer seulement les cas plus spécialisés ou problématiques où ils ont atteint un certain plateau, ils pensent qu'il y a besoin d'une meilleure technologie. Donc, soit, exemple, moi, ils vont m'envoyer les amputations des bras parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très spécialisé. Donc, ils envoient moins. Donc, ils vont nous envoyer plus dans les centres plus spécialisés pour des choses vraiment plus spécialisées. Sinon, ils sont capables de s'occuper des patients. Ils ont des très bonnes compétences. Ouais, comme dans la majorité des spécialités. Là, c'est ça. Une question qu'on aime poser aussi, c'est exemple que vous devriez choisir autre chose, là, finalement. Là. Quelle autre spécialité qu'à travers les années, vous avez remarqué que c'est une spécialité particulièrement intéressante? Bon, alors moi, j'ai eu le problème que quand je faisais tous mes stages, je disais « Oh non, c'est pas pour moi, ça! » Donc, mon plan B, c'était la médecine interne pour la rhumato. C'était ça mon plan B, mais en fait, mon plan A était vraiment important, fait que j'ai préféré appliquer partout au Canada avant de faire mon plan B de rhumato. Donc, une chance, j'ai pas eu à me rendre là, mais je pense que la rhumato, qui est en fait beaucoup plus médecine interne que physiatrie, aurait comblé. Mais à l'époque, il y avait moins où les omnis spécialisés en musculo, fait que peut-être que... Peut-être, mais... Non, je pense que j'aurais fait rhumato. Puis vous avez dit que votre plan, c'était d'appliquer partout au Canada. Est-ce que si un étudiant en 4e année décide d'appliquer partout au Canada, il y a des bonnes chances de rentrer ou c'est vraiment contingenté? Il n'y a pas beaucoup de place, que vous avez dit? Ça dépend des années. Il y a des années où... c'est pas... Je connais pas les stats pour les autres spécialités, fait que je peux pas mouiller sur les autres. Mais à l'Université de Montréal, par exemple, souvent, ils interviewent 10, 12 personnes pour les 4 spots. OK. Mais donc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu un premier screening de dossier et tout. Donc, je veux dire que je pense que c'est pas la spécialité la plus contingentée, mais je pense qu'il y a quand même une certaine compétition. Moi, je me souviens très bien avoir voyagé d'une entrevue à l'autre, puis les mêmes personnes se suivaient, tu sais. Je revoyais les mêmes gens dans les autres villes qui faisaient les mêmes entrevues que moi. Puis OK. Donc, comment faire pour les étudiants pour qu'ils se démarquent de cette ici? Il y a 10 personnes en entrevue, il faut quand même que ça y aille. Il faut faire des stages en physiatrie si vous pouvez. Si on vous connaît d'avance, si on a travaillé avec vous, puis on a vu que votre passion ou votre intérêt, je pense que c'est vraiment aidant, compte tenu que c'est un petit milieu. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'on n'a pas fait de stage qu'on ne peut pas rentrer, parce qu'on a eu des gens qui ont redécouvert sur le tard qu'ils aimaient la physiatrie ou qui ont fait des choses connexes, qui ont fait « Ah, finalement, c'était ça ». Mais c'est définitivement aidant d'avoir fait un stage dans l'endroit où on veut aller, que ce soit l'adulte en réadaptation ou en pédiatrie. Donc, il y a toutes les options, mais ça aide. Puis, est-ce que c'est grossi du côté recherche? Il y a beaucoup de résidences qui demandent un gros CV de recherche. C'est-tu le cas? Moins, parce que la physiatrie en général est moins, comme je vous ai expliqué, développée en recherche, mais c'est clair que c'est un atout. Parce qu'on cherche de plus en plus des gens, justement, pour développer la recherche. Donc, oui, quelqu'un qui a un intérêt là-dedans et en pédagogie médicale, ça, c'est toutes des choses qui sont recherchées en termes de candidats. Sinon, avez-vous un dernier conseil pour les étudiants comme nous qui sont dans le processus de choisir notre spécialité? Il faut faire ce que vous adorez, parce que c'est long, la carrière. Donc, il faut vraiment que vous ayez le gut feeling de « OK, je veux me réveiller tous les matins et faire le bread and butter de ma spécialité. » Moi, ça m'avait été de faire une liste de pour et de contre. Qu'est-ce que je veux que ma vie ait l'air? Parce que... des fois, on arrive dans une spécialité, puis finalement, on se rend compte que c'est vraiment des journées de fou, puis finalement, on voulait avoir une grande famille ou on voulait faire d'autres activités, je sais pas, là, de loisirs ou autres. Donc, de quoi vous voulez que votre vie ait l'air, et ça, à long terme, c'est difficile de savoir quand on est dans la vingtaine puis qu'on commence, mais si vous cherchez une certaine qualité de vie, ben ça doit être important dans votre choix. Si ça va être en région ou à l'université, les prêmes, de quoi ça a l'air. Je pense vraiment de faire des pour et des contre dans chacun, puis de faire ce que vous aimez. Bottom line, c'est faire ce que vous aimez. Merci beaucoup. Conseil. Ouais, merci. Super bon conseil, super bon épisode. Sinon, pour nos auditeurs, on n'oublie pas, on like, on aime, on partage à vos amis. Puis on vous dit encore merci d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment une belle discussion. Un grand plaisir. Merci.